Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'ex-président Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo de 1992 à 1997, est décédé lundi 24 août à Perpignan en France à l'âge de 88 ans. Réaction de la classe politique congolaise, notamment de Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti créé par Pascal Lissouba au début des années 90. Vers une coopération entre le Soudan et la Cour pénale internationale dans le dossier concernant le Darfour, un conflit meurtrier qui a éclaté en 2003. 300 000 personnes ont été tuées. On compte également des millions de déplacés depuis cette date. Les soignants sur le front contre le Covid-19, renfort apporté en Afrique du Sud au personnel de santé, une aide appuyée plus particulièrement par les étudiants afin de soulager les équipes dans les hôpitaux. Et on ouvre ce journal par le décès de Pascal Lissouba. L'ancien président congolais s'est éteint ce lundi matin à Perpignan, dans le sud de la France. Son état de santé s'est fortement dégradé ces derniers mois. Pascal Lissouba, c'est une fulgurante ascension politique engagée dès les années 60 jusqu'aux élections démocratiques pour celui qui arrivera jusqu'à la magistrature suprême. Pascal Lissouba, président de la République du Congo de 1992 à 1997, avant de perdre le pouvoir à la suite de la guerre civile. Il vivait en exil en Europe après avoir été renversé par l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pascal Lissouba avait 88 ans. On écoute la réaction de Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Ce matin, nous venons de perdre Pascal Lissouba, notre chef que nous avons aimé et que le Seigneur nous arrache au moment où nous avions encore beaucoup d'affection pour lui. Pascal Lissouba, ce grand homme qui a assumé des responsabilités importantes dès son jeune âge et qu'il a assumé avec brio, qui a été élu président de la République en 1992 et qui laisse l'image de quelqu'un, d'un chef d'État, mais un père de la nation. Je pense qu'il était plus dans sa peau de père de la nation que de président de la République, avec ce qu'il y a de partisans dans nos chefs d'État. Mais Pascal Lissouba, c'était avant tout le père de la nation, celui qui rassemblait au-delà de sa famille politique, celui qui abordait les questions d'État, les questions de ce pays, avec un esprit de désintéressement. Ce qui comptait pour lui, ce n'est pas le pouvoir, c'était, comme il le disait, d'abord le Congo. Et il s'est affirmé comme cet homme-là. Au moment où il quitte cette terre des hommes, nous, ses partisans, nous, ses compagnons, nous restons tout à fait tristes. Nous sommes tristes parce que je pense qu'il était le meilleur de nous tous. Et nous aurons du mal à remplacer Pascal Lissouba. Et peut-être, je n'exagère pas, le pays aura tant besoin de Pascal Lissouba parce qu'il avait des qualités morales que nous ne retrouvons pas dans beaucoup de chefs d'État. Voilà ce qu'a été Pascal Lissouba. Nous sommes tristes, nous sommes éplorés. Et longtemps, il nous manquera. Nomination des juges constitutionnels, les ordonnances du chef de l'État Félix Tshisekedi, toujours au cœur du débat en République démocratique du Congo. Certains posent la question de leur validité du point de vue de la Constitution. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la classe politique et les constitutionnalistes sont de plus en plus divisés sur les dernières mises en place à la magistrature. Les ordonnances du chef de l'État sont considérées par certains comme non conformes à la Constitution. Pour Maître Théodore Ngoï, ancien candidat à la présidentielle de 2018, l'acte posé par le chef de l'État ouvre la voie à sa mise en accusation. Curieusement, le président de la République a nommé de nouveaux juges en violation de ces dispositions de l'article 158, mais aussi en violation des dispositions de l'ordonnance qui porte statut particulier des magistrats et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En l'ayant fait, le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison. Il est loisible au Sénat et à l'Assemblée nationale, réunis en congrès, de les mettre en accusation.
L'article 82 de la Constitution stipule que le président de la République nomme et révoque de leurs fonctions par ordonnance les magistrats du parquet et du siège sur proposition du Conseil de la magistrature. Félix Tshisekedi a donc respecté cette démarche. Par conséquent, les ordonnances n'ont donc pas violé la Constitution, soutient Christophe Lutundula. Il faut faire extrêmement attention. On ne fait pas du chantage à un chef d'État comme on veut le faire. Le prescrit de l'article 165 qui parle de la haute trahison, de la violation de la Constitution, c'est pas quelque chose qu'on sort du jour au lendemain. Un beau matin, on se réveille de son lit, on dit il y a violation de la Constitution. Non, c'est pas ça. Et dans une république, c'est tout à fait abject, c'est tout à fait détestable, inadmissible qu'on fasse du chantage au chef de l'État qui fait son travail. Il faut noter que les dernières mises en place à la magistrature constituent l'un des sujets qui empoisonnent ces derniers temps les relations au sein de la coalition FCC-Cash au pouvoir. Selon bon nombre d'observateurs, cette question et les débats qui s'ensuivent illustrent par ailleurs les enjeux de la lutte pour le contrôle de la justice entre les deux forces qui co-dirigent les pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Libération de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz dans la nuit de dimanche à lundi en Mauritanie. Mohamed Ould Abdelaziz était retenu depuis une semaine à la direction de la Sûreté où il était entendu sur de présumés détournements de fonds publics durant ses années de présidence, c'est-à-dire de 2008 à 2019. Aucune charge n'a pour l'heure été retenue contre l'ancien président à qui les autorités demandent en revanche de ne pas quitter le territoire national. Une coopération entre le Soudan et la Cour pénale internationale est-elle possible? Oui, a répondu le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, qui en prend même l'engagement. Il s'agit d'une coopération avec la juridiction internationale sur la question des poursuites des personnes recherchées pour crimes de guerre et génocide en relation avec le conflit du Darfour qui a fait 300 000 morts. Nathalie Mouf. Le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a déclaré que Khartoum est prêt à coopérer avec la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre au Darfour. Une déclaration faite le 22 août 2020 à l'occasion du jour anniversaire de sa désignation à la tête du gouvernement soudanais. Je réitère que le gouvernement est pleinement prêt à coopérer avec la CPI pour faciliter l'accès aux personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Des observateurs estiment que la sortie du chef de l'exécutif soudanais rapproche l'ancien président Omar el-Béchir d'un procès à la Cour pénale internationale. C'est la première fois que le Premier ministre soudanais exprime clairement la possibilité de faciliter la comparution à la CPI des membres de l'ancien régime accusés de crimes commis au Darfour. Le Conseil souverain du Soudan essaie de réconcilier le pays avec son passé, teinté par des années de dictature, d'autoritarisme marqué par l'extrême violence. Ensuite, il y a une portée politique de ce procès qui se traduit par la nouvelle équipe dirigeante à implémenter une nouvelle ère politique devant faciliter le processus de transition démocratique. Un accord qui lie le gouvernement au groupe rebelle du Darfour depuis février 2020 comporte une clause qui stipule que 5 anciens dirigeants soudanais devraient comparaître devant la CPI. Le conflit au Darfour, qui a débuté en 2003, a fait environ 300 000 victimes. En Côte d'Ivoire, les électeurs seront appelés aux urnes le 31 octobre 2020 pour le premier tour. Les candidatures à la présidentielle se multiplient. La date limite du dépôt des candidatures n'est pas avant le 31 août, mais l'on note déjà de nombreuses candidatures. Focus dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Journaliste de formation, Daniel Boni Claverie rentre en politique en 1980. Issue du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, elle occupe de hautes fonctions, dont celle de ministre de la Communication. Membre fondatrice de l'UDPCI, depuis 2006, elle est présidente fondatrice de l'Union républicaine pour la démocratie, parti dont elle veut défendre les couleurs pour la première fois à la présidentielle de 2020. J'ai voulu profiter d'un boulevard qui s'offre aux femmes. Aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est passé il y a 10 ans, la société a tellement évolué, la mentalité des Ivoiriens s'est tellement transformée qu'aujourd'hui, même dans le monde rural,
on accepte tout à fait l'idée qu'une femme puisse diriger ce pays. Mes devancières n'ont pas du tout bénéficié, elles, de cet a priori. Madeleine Miandiga, épouse Blé, a de son côté 25 ans d'engagement politique et syndical en Côte d'Ivoire. Cette juriste de formation milite au PDCI puis à l'IDPCI avant de diriger désormais le Rassemblement pour la démocratie et la paix, dont elle compte être pour la première fois la candidate à la présidentielle du 31 octobre 2020. Il y a un ras-le-bol quand même au niveau des femmes, de voir les hommes s'entre-déchirer pour des choses qu'il ne faut pas. Nous ne voulons pas d'orgueil politique, nous voulons l'humilité politique. Et j'ai eu l'occasion de le dire, il faut une femme pour donner un visage humain à la politique dans notre pays. Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle a débuté le 16 juillet et prendra fin le 31 août 2020. Les conditions d'éligibilité sont entre autres le parrainage citoyen et une caution de 50 millions de francs CFA. Et dans l'actualité également, cette convention signée entre le Fonds national de la finance inclusive et Orabank Togo, elle porte sur une ligne de crédit de 20 milliards de francs CFA débloquée en faveur des petites et moyennes entreprises, des PME en grande difficulté malgré leur importance dans le tissu économique des entreprises dont la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 a aggravé la vulnérabilité. La ligne de financement ouverte doit permettre aux compagnies de bénéficier de crédits pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a tranché. Dans le cadre des mesures de précaution visant à limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement adopte l'enseignement à distance pour la rentrée scolaire 2020-2021 qui aura lieu le 7 septembre. Une décision qui trouve donc son fondement dans la situation épidémique actuelle. Alexandre Ondoa. L'école à distance. Il s'agit du nouveau système éducatif marocain qui sera mis en place dès le 7 septembre 2020 dans le pays. Les autorités gouvernementales ont indiqué que la mesure sera appliquée dans les établissements publics et privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères. Cette décision trouve son fondement dans la situation épidémiologique inquiétante que vit actuellement le pays, marqué par une augmentation sensible des cas de contamination, du nombre de cas critiques et de décès. L'enseignement à distance est plus un palliatif qu'une solution définitive à la situation créée par la crise sanitaire du coronavirus. Deux raisons à cela. L'enseignement à distance n'est pas à la portée de tout le monde en Afrique. Aussi bien les enseignants que les apprenants doivent faire des efforts parfois surhumains pour y avoir accès. Il faudrait par exemple disposer d'un ordinateur, d'un téléphone Android, d'électricité et de réseaux Internet pour le rendre possible. Ce qui pourrait paraître évident en milieu occidental ou asiatique prend alors des allures de gageure dans cet environnement en général sous-équipé. L'enseignement à distance peut alors devenir source d'inégalité, d'iniquité et d'injustice sociale entre les enfants plus ou moins favorisés et les autres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a affirmé que l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle. Afin de préserver la santé et la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, le ministère va instaurer un protocole sanitaire strict prenant en compte les mesures préventives prises par les autorités. Il s'agit notamment du port obligatoire des masques à partir de la 5e année du primaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures barrières, c'est juste pour limiter la transmission du virus qui donne la Covid-19. Le problème avec les mesures barrières, c'est qu'il faut se rassurer que les établissements aient pris les dispositions nécessaires pour que les enfants puissent se laver les mains régulièrement, puissent changer les masques. Mais il faut se rassurer que toutes les 5 ou 10 minutes, chaque fois qu'un enfant va toucher quelque chose, il faut qu'il veille à se laver les mains. C'est beaucoup plus facile chez les adolescents et autres, mais c'est pas évident chez les enfants qui sont à la maternelle et cours préparatoires et autres. Le ministère de l'Éducation nationale a invité les cadres pédagogiques et administratifs, les familles et tous les acteurs de la société à s'impliquer efficacement en vue de faire aboutir et mettre en œuvre les mesures qui seront adoptées. Ceci dans l'objectif de garantir le droit de tous les apprenants à l'éducation. Le bilan de la pandémie due au coronavirus dépasse désormais les 800 000 morts à travers le monde. Le Covid-19 qui continue de s'étendre, c'est notamment le cas en Libye, un pays où le système de santé est à bout de souffle. Ashley Duprat. Le personnel soignant tire la sonnette d'alarme en Libye. La Libye qui fait face à une flambée des contaminations au Covid-19. Le cap des 10 000 cas a été passé.
dont plus de 9000 cas actifs. Une situation préoccupante sur laquelle le personnel soignant cherche à attirer l'attention. Notre principale crainte pendant cette crise est l'augmentation des cas et l'augmentation des taux d'infection. Si les cas augmentent et que nous n'avons pas la capacité de traiter les gens, nous serons dans une situation similaire à l'Italie où vous devez choisir qui finit sous respirateur, qui vous pouvez recevoir pour un traitement et qui vous ne pouvez pas. Nous ne devrions pas atteindre ce stade. Pourtant, le gouvernement libyen redouble d'efforts dans son combat contre la pandémie. Les appels au respect de la distanciation sociale sont devenus fréquents, où le port du masque est devenu obligatoire dans la majeure partie des lieux publics. Mais rien n'y fait. La courbe des cas continue sa tendance ascendante, un état de fait auquel le système de santé libyen, fragilisé par des années de conflit, ne pourra bientôt plus faire face, et notamment dans l'est du pays. Nous craignons qu'il ne vienne un moment, et ce temps n'est pas loin, où le système de santé ne pourra pas recevoir les patients qui ont besoin de respirateurs artificiels. Comme je l'ai dit, nos capacités sont limitées. Peu importe ce qu'elles sont limitées. Nous comptons toujours sur la prise de conscience des gens. Mais si les gens continuent leur vie sans prêter attention à ces dangers, sortir et se réunir sans prendre de précautions, alors je crains que les choses empirent très bientôt. Et l'impact du Covid-19 se fait également ressentir en dehors des murs des centres de santé libyens. Selon le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, ce sont au total un demi-million de personnes qui ont besoin en Libye d'un accès aux soins. Et en Afrique du Sud, le bilan de la contamination au Covid-19 dépasse les 600 000 cas en dépit des mesures de confinement parmi les plus strictes au monde imposées fin mars. Le pays connaît en effet actuellement une flambée des contaminations. L'Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent africain par la crise sanitaire. Sur place, toutes les structures médicales sont mobilisées et le personnel de santé, vous allez le voir, ne cesse d'être renforcé. Paul-Marcel Mayagui. Dans le cadre du renforcement de son système de santé et de ses actions de lutte contre le nouveau coronavirus, le gouvernement sud-africain a annoncé le recrutement de 2369 nouveaux médecins. Selon le ministère sud-africain de la Santé, c'est le plus grand programme d'embauche de stagiaires en médecine de l'histoire du pays. Ayant rencontré certains de ces jeunes collègues brillants, je suis toujours inspiré par leur passion, leur enthousiasme et leur volonté de contribuer non seulement à la lutte contre le Covid-19, mais aussi à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Les nouvelles recrues seront déployées dans différents hôpitaux du pays qui souffrent d'un déficit d'agents de santé en raison des exigences de la pandémie qui dure depuis 5 mois. Elles rejoignent ainsi plus de 200 agents de santé cubains déployés en Afrique du Sud pour lutter contre la Covid-19. Ce recrutement est salutaire. Cette mesure aura un apport positif dans la prise en charge des malades de la Covid-19. Ajouté à cela, il sera important et plus bénéfique d'avoir un accompagnement en termes de plateaux techniques et d'infrastructures. Ce recrutement de nouveaux médecins fait partie de la mise en œuvre des programmes qui émanent des résolutions du pacte présidentiel sur la santé. À ce jour, l'Afrique du Sud a enregistré près de 600 infections qui ont causé la mort de 12 618 patients dans tout le pays depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 en mars 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.